Bonjour, je m'appelle Alessio Grimaldi, je fais partie de Decisio et vous avez déjà rencontré Paolo et Matteo et vous avez déjà eu l'occasion en fait de comprendre l'importance de la planification comme outil dont nous disposons pour comprendre au mieux les aspects dynamiques et les aspects critiques de la mobilité. Il faut profiter au maximum de la conception pour définir les stratégies, les objectifs afin de définir au mieux donc les stratégies et d'améliorer la mobilité sur nos territoires. Nous allons aujourd'hui donc aborder un thème très important qui constitue un outil grâce auquel nous pouvons agir et interagir avec les dynamiques de mobilité de nos territoires. C'est le thème des espaces publics. Il s'agit là d'un sujet très vaste, donc forcément, il faut cerner le thème, mais il faut ajouter un thème et un mot supplémentaire. Et le mot en question est mobilité. Qu'est-ce que c'est qu'un espace public de mobilité? En fait, ce sont tous les espaces qui ne font pas partie de nos maisons, de nos logements, qui sont en dehors de nos logements. Normalement, on ne les considère même pas comme des espaces publics, on les considère comme des espaces de praticabilité ou effectivement de circulation, par exemple la circulation des véhicules. Mais nos routes sont des espaces publics à proprement parler et ce sont des espaces publics multidimensionnels. En effet, ils ne sont pas simplement liés à la circulation, mais il y a de nombreux autres aspects. Par exemple, effectivement, la présence d'établissements ou de commerces. Nos logements, en fait, donnent sur la route. Donc, effectivement, cela donc a un rôle quand même sur, effectivement, la circulation et la présence de ces espaces. Et quant aux piétons, en fait, nous circulons dans ces espaces et nous faisons partie intégrante d'une ville. Voilà pourquoi le thème de l'espace public, de la mobilité est très important, car effectivement, c'est de cet espace que que dépend la circulation dans nos villes. Et pourquoi nous en parlons? Nous en parlons parce que les espaces publics de mobilité et la façon de les concevoir sont étroitement liés les uns aux autres. En fait, l'espace de mobilité impacte sur les dynamiques de mobilité et quant à elles, effectivement, ces stratégies de mobilité nous mènent à concevoir l'espace ou à reconcevoir, à repenser les espaces. Je vais tâcher d'être un peu plus concret et je vais vous montrer deux images. Là, j'imagine que vous êtes en train de sourire ou quelqu'un pourra reconnaître donc cette image, on est à Turin et je vous pose une question très simple. Si on est devant cette route, par exemple, à double voie, si on voulait emprunter ce chemin pour aller à l'école ou au travail, est-ce que vous auriez envie d'utiliser un vélo pour emprunter effectivement est-ce que vous auriez envie de prendre un vélo pour emprunter ce chemin? Est-ce que vous auriez envie d'échanger avec un ami? Je pense pas, franchement. Alors là, j'imagine que la situation est complètement différente. Là, effectivement, on aurait par contre envie, effectivement, d'aller à vélo, de rencontrer quelqu'un. J'imagine qu'on aurait vraiment envie de marcher, effectivement, le long de ces espaces, un espace plus vert, plus accueillant. Et voilà, j'imagine que vous pourriez effectivement vous dire j'aurais envie d'utiliser un vélo si je le pouvais. Voilà, franchement, là c'est une concrétisation d'une idée d'espace public. Il s'agit effectivement d'influencer
la mobilité de personnes, comment nous décidons aussi de façon inconsciente de réaliser notre mobilité. Et là, nous en venons à un thème important. Quelles doivent être les caractéristiques d'un espace de mobilité? D'abord, un espace de mobilité doit être sûr du point de vue objectif et subjectif. Si nous avons une perception d'un espace qui nous rend vulnérables, eh bien, j'imagine qu'on pourrait décider de ne pas profiter de ce lieu à vélo ou à pied. Donc, on optera pour d'autres voies ou d'autres parcours. Qui plus est, un espace de mobilité doit être multimodal. Qu'est-ce qu'on entend par là? Un espace multimodal est un espace qui se termine de manière claire et qui donne des espaces clairs donc à tous ses bénéficiaires. Et en dernier lieu, un espace de mobilité doit être attractif parce que effectivement, il faut tenir compte de l'espace, mais aussi de la perception de l'espace, de sa beauté, de son attractivité. Et donc, on peut décider de rester dans un espace ou de son écarter. Hein. Donc, effectivement, ces espaces nous attirent ou nous éloignent. Et nous en venons maintenant à la réalité quotidienne. Je vous parle de l'Italie. Est-ce que nos espaces sont sûrs? Non, je dirais pas. Même si effectivement il y a des légères améliorations du point de vue des statistiques liées aux accidents. Notre institut de statistiques nous dit qu'en 2019, il y a eu plus de 172 000 sinistres accidents, plus de 240 000 blessés et plus de 3 000 morts. Ces données nous doivent faire réfléchir. L'Italie n'est pas dans une bonne situation au point de vue des accidents. Et on doit réfléchir, d'autant plus que 60% des accidents ont lieu dans l'espace urbain, en ville. Donc là où donc effectivement, là où se trouve la vie de nos familles, de nos ménages, c'est la vie de nos enfants, de nos proches. Donc, une autre question se pose alors. Concevons-nous les espaces pour protéger les utilisateurs vulnérables ou concevons-nous ces espaces pour prévenir les accidents, donc pour résoudre le problème à la racine, à l'origine? Vous devez savoir que les 3 premières causes d'accidents en Italie sont d'abord effectivement le manque d'attention, les carrefours, donc le fait de ne pas donner la priorité aux autres et la vitesse élevée. Et effectivement, si nous portons notre attention sur ces éléments-là, le fait de garder une vitesse limitée, le fait aussi d'avoir des bons temps de réaction, parce que si la vitesse est faible, on réagit plus facilement, eh bien, sûrement, si on agit à ce niveau-là, on pourrait résoudre la plupart des accidents, surtout en ville. Passons maintenant, voilà, je reprends à nouveau cette image, je reviens sur le concept d'espace multimodal. Un espace de ce type n'est pas multimodal. Un espace de ce type n'appartient en fait qu'un seul mode ou à des modes limités parce que une route pareille ne donne la priorité qu'un certain nombre de modes de transport. Par contre, quand nous concevons un espace, nous devons donner la priorité à tous les utilisateurs et notamment aux personnes qui bénéficient des espaces. Donc là, j'en viens au thème de l'attractivité. Là, c'est un exemple d'espace multimodal parce qu'il y a un trottoir, une piste cyclable, il y a des espaces de stationnement et des espaces pour le transit, la circulation des véhicules. Mais ce même espace, on pourrait le transformer
transformer davantage pour en faire un espace sûr, multimodal et attractif. Et c'est sur ce dernier aspect que je voudrais attirer votre attention. Il faudrait attirer des ressources pour rendre les espaces attractifs. En fait, cet aspect influence énormément les comportements des personnes. Sans forcément éliminer un mode de transport, on pourrait répartir différemment les modes de transport en fonction de l'efficacité, parce que chaque utilisateur a effectivement son droit de rester effectivement dans ces espaces. Et là, il y a un autre thème qui est essentiel, à savoir l'efficacité. L'espace public, l'espace en général est un bien fini et non reproductible. Cela veut dire que nous ne pouvons pas reproduire de l'espace en laboratoire. Donc, on ne peut pas l'augmenter à notre gré. Et il faut aussi tenir compte des limites des barrières naturelles qui existent déjà, par exemple. Qui plus est, effectivement, la manière d'organiser l'espace est essentielle. C'est comme si nous, on avait effectivement un camembert ou un gâteau qu'on devait le partager. Et donc, chacun aurait droit à son petit morceau. Et donc, effectivement, il faut organiser ce gâteau de manière efficace pour que tout le monde puisse manger. Parce que sinon, le risque est que quelqu'un mange des quantités importantes de gâteaux et que d'autres finissent par ne pas pouvoir en bénéficier. Donc, je reviens sur une question importante. Est-ce que nos espaces de mobilité sont-ils efficaces? La réponse est non. En fait, nos espaces ne sont pas efficaces. Normalement, nos routes sont larges, avec des larges chaussées. Mais en Italie, pour chaque véhicule circulant, on a 1,2, 1,3 passagers par voiture. Ce sont les données de l'Institut de statistique qui le disent. Et on a des véhicules qui occupent environ 12 mètres carrés rien qu'à l'arrêt, alors que effectivement les gens qui les utilisent n'occupent qu'un mètre carré. Ça veut dire que pour chaque véhicule circulant, il y a un mètre carré occupé par une personne seulement et en moyenne 11 mètres carrés qui sont vides, qui ne sont pas utilisés. Et donc là, c'est un thème important. Qui plus est, les études les plus récentes montrent que à l'arrêt, un véhicule occupe tout cet espace. Mais pour assurer la mobilité de ces espaces, on a besoin d'espaces importants, des espaces de parking, d'espaces de circulation, et c'est environ 140 mètres carrés par véhicule circulant. Donc, si vous faites des calculs rapides en fonction des villes où vous êtes, en fait, beaucoup d'espace est destiné aux véhicules circulants. Pour chaque véhicule, on a des espaces. Donc, il y a plus d'espaces qui sont occupés par ces véhicules que par nos logements. Donc là, effectivement, ces véhicules occupent beaucoup d'espace, comme je viens de le dire, mais dans la conception, on a tendance à fragmenter ces espaces ou alors à laisser de l'espace supplémentaire parce qu'on pense que ce faisant, on pourrait rendre le trafic encore plus fluide. En fait, c'est exactement le contraire. Les espaces qu'on laissent effectivement des espaces résiduels qui ne sont pas utiles. Ce sont des espaces que nous utilisons de manière inefficace et ce sont des espaces que nous ne utilisons pas, sont des espaces que nous n'utilisons pas de manière correcte. On pourrait plutôt effectivement les consacrer pour la création de pistes cyclables, des espaces, des zones vertes ou pour la création de pistes cyclables, etc. Et là, j'aborde un autre thème important. Alors, quelles sont les stratégies de sortie de cette démarche, de cette approche? Une approche qui n'est pas complètement correcte.
Tout d'abord, je voudrais vous rassurer, la stratégie de sortie n'est pas l'élimination de la voiture. Il ne faut pas éliminer la voiture, mais pour donc récupérer ces espaces résiduels, il faut d'abord limiter les espaces. Il faut donner la bonne quantité d'espace à tout le monde. L'arrêté ministériel du mois de novembre 2001 définit la largeur minimale des voies et comme vous le savez, le code de la route italien n'est pas très rigoureux par rapport à un certain nombre de véhicules. En fait, il a des approches de prudence. Donc, toutes les mesures qui sont données par cet arrêté sont des mesures minimales. Mais en fait, ces mesures donc tiennent compte de toutes les exigences des véhicules en fonction notamment de leur environnement et du lieu où cette route se trouve. Par exemple, le fait d'avoir des routes locales larges de 8 mètres ne pose pas simplement un problème du point de vue de l'organisation de l'espace. Cela pose problème parce que c'est contre-productif pour la sécurité dans un espace, pour un espace qui devrait plutôt être sûr. Et cet arrêté ministériel nous dit que la chaussée dans le domaine local pourrait être de 2,75 mètres. Et finalement, donc, cette dimension n'est que rarement de 2,75 mètres. Ce n'est que dans de rares cas que cette limite est respectée. Si cela donc vous intéresse, effectivement, je pourrais vous fournir des ressources supplémentaires. Et des études menées déjà il y a 20 ans nous prouvent que pour chaque mètre, la vitesse que l'on maintient est de 15 km/h supplémentaire par rapport donc à des largeurs de chaussées différentes. Voilà pourquoi le thème de la sécurité est important et voilà pourquoi il faut absolument aborder le thème de la vitesse. Quand nous réalisons un projet, nous devons tenir compte d'une vitesse de projet. Et à nouveau, l'arrêté ministériel de 2001 nous indique la vitesse minimale et maximale de projet, mais ce sont des vitesses avec donc des plages très larges. Par exemple, sur des routes locales, on a une vitesse de projet minimale de 25 km et la vitesse maximale est de 60 km/h. Donc, vous comprenez que la conception à 25 km/h et une conception à 60 km/h, c'est deux choses complètement différentes. Car en ville, on sait qu'à 30 km/h, en cas d'impact entre un véhicule et une personne, le risque de mort pour la personne à pied est inférieur à 20%. À 50 km/h, par contre, à savoir la limite standard pour l'Italie, pour les routes urbaines, eh bien, ce risque de mort passe déjà de 20 à 60%. Voilà pourquoi il faut créer des espaces urbains et des espaces routiers sûrs et il faut faire en sorte que la vitesse de conception soit donc ciblée en fonction d'une catégorie particulière. Donc, il ne faut pas laisser des marges trop larges parce que si je mettais une limite à 30 km sur une route conçue pour assurer des vitesses de 60 km/h, les véhicules ne respecteraient jamais cette limite de 30 km si on peut y rouler finalement jusqu'à 60 km/h. Mais on ne parle pas que des véhicules, on parle aussi de piétons. Aujourd'hui, les espaces destinés aux piétons sont très limités. C'est la limite d'un 1,50 m, la limite imposée par la norme italienne, la législation italienne. Normalement, cette limite n'est pas suffisante.
Oui, alors ça peut, dans certains cas, encore être suffisant en cas de circulation piétonnière limitée. Mais s'il y a par exemple des personnes handicapées, cette largeur n'est pas optimale parce que si on a par exemple deux fauteuils roulants, l'encombrement moyen d'un fauteuil roulant est d'environ 80 centimètres. Eh bien, s'il y a déjà deux fauteuils roulants qui doivent passer, et là, ça poserait déjà problème. Et il faut aussi tenir compte du fait que souvent, les trottoirs sont considérés comme un espace à occuper par tout le reste. Par exemple, les mâts, hein, les mâts de l'éclairage public ou les mâts de la signalisation. Et tous ces éléments supplémentaires limitent davantage la mobilité libre des piétons. Et donc, voilà pourquoi finalement, ça décourage donc l'utilisation de ces espaces comme les trottoirs. Et alors, une stratégie importante pour les espaces piétonniers est de répartir les espaces donc, que nous avons à notre disposition. Par exemple, s'il y a des commerces, une solution est la suivante. On pourrait destiner une bande donc face au commerce, pourrait donc destiner un espace clair et défini pour l'expansion du commerce. Effectivement, donc donc effectivement, sans occuper des places de stationnement de voitures, les établissements pourraient bénéficier donc de cette bande à l'extérieur. Et puis, il faut aussi prévoir un espace ad hoc pour les piétons. Donc, coûte que coûte, ces effectivement piétons pourront bénéficier d'un espace adapté donc pour la circulation. Par exemple, prévoir au moins une largeur pour la circulation de 2 poussettes. Et puis, à droite, un espace supplémentaire, un espace de marge. Donc, c'est-à-dire un espace compris entre la chaussée à proprement parler et le trottoir. Donc, si vous voulez, c'est un espace multifonctionnel. C'est un espace qui pourrait être destiné donc aux plantes, aux végétaux. Et donc, du point de vue de la perception commune, on devrait le percevoir comme un espace multifonctionnel. Je pense qu'il s'agit là d'un aspect très important parce que on a parfois l'exigence d'apporter des modifications. Le stationnement sur route est normalement destiné comme un espace pour la voiture uniquement. Mais si nous créons des bandes, si nous créons un espace multifonctionnel et si on devait apporter des modifications sur un espace multifonctionnel, effectivement, cela ne poserait pas problème du point de vue donc de l'utilisation. Mais au-delà, effectivement, des piétons, il y a aussi les vélos. Alors, normalement, dans nos centres-villes, les vélos ne disposent pas d'espace adapté. Ce n'est que récemment que l'Italie a commencé à donc multiplier les espaces en faveur de ces modes de transport. Mais il faut surtout améliorer ces espaces du point de vue qualitatif. On a tendance à commettre une erreur, à savoir, on considère le vélo comme un mode de transport lent. Or, ce n'est pas le cas parce que aux heures de pointe, le vélo donc atteint des vitesses qui sont donc les vitesses d'un véhicule, voire supérieures. Ou je pense aussi au vélo électrique. Donc un vélo électrique roule facilement à 25 km/h et donc par rapport aux 6 km/h d'un piéton, effectivement un vélo électrique a une vitesse qui ressemble à celle donc d'une voiture. Donc il faut concevoir des espaces ad hoc pour ces vélos. Il faut concevoir des espaces pour les piétons, mais aussi des espaces pour les vélos, parce que pour de nombreuses personnes,
Et le vélo est un moyen, un mode de transport aussi pour se rendre au travail, se rendre à l'école. Ça devient de plus en plus un mode de transport. Il faut donc tenir compte des exigences, des objectifs de ceux qui l'utilisent. Il ne faut pas savoir que le vélo est utilisé uniquement le dimanche pour aller au parc. Loin de là. Voilà pourquoi la région du Piémont travaille donc pour la mobilité, travaille sur la définition des lignes directrices. La région du Piémont souhaite maintenant donc classifier des réseaux en fonction de l'objectif de l'utilisation de ces réseaux de transport. Et il en va de même pour les réseaux cyclables. Et pour chaque classement, pour chaque classification, il y aura des standards de projet. Et par rapport aux réseaux régionaux, la région donnera aussi des conseils aux collectivités locales pour faire en sorte que, effectivement, il y ait une meilleure perception qualitative et pour qu'il y ait aussi une amélioration des cahiers de charges pour aller au-delà donc des limites ou des dimensions minimales définies par l'arrêté ministériel. Voilà pourquoi je voudrais maintenant vous parler et je voudrais vous passer en revue les nouveautés, les nouveautés des nouveaux arrêtés. Ce sont des arrêtés tout récents. Le dernier en date est celui du mois de septembre. On a introduit donc la chaussée cyclable. On l'avait déjà, mais maintenant on a un nouveau concept, la chaussée cyclable. Qu'est-ce que c'est que cela? Il s'agit d'une révolution pour le code de la route italien parce que avant de réaliser un parcours cyclable, on devait subordonner le parcours au maintien de la voie minimale pour les voitures. Donc, s'il n'y avait pas d'espace pour la chaussée minimale pour les voitures, et alors, dans ce cas-là, l'espace cyclable ne pouvait pas être réalisé. Maintenant, la situation est différente. Le code de la route va au-delà de cette notion et donc on a créé une voie, une chaussée cyclable. De quoi parle-t-on? C'est un espace qui fait partie de la chaussée et même s'il n'y a pas les dimensions minimales pour la largeur de la chaussée, il y a superposition. Donc, on réalise une bande à droite et donc la voiture peut passer, mais en cas de présence d'un cycliste, là, effectivement, la voiture doit lui donner la priorité et donc on peut dépasser seulement si les conditions de sécurité pour la personne à vélo sont assurées. J'ai vu qu'il y a une question, mais je répondrai à la fin de cette présentation. Et en tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Là, c'est un exemple de chaussée. Elle est assez étroite, mais effectivement, là, vous avez cette bande en pointillé. Et donc, le cycliste a la priorité sur la voiture en cas de circulation intense. Ensuite, on a la route cyclable. Qu'est-ce que c'est que la route cyclable? C'est un nouveau type de route selon le classement géométrique italien. On la considère comme une route E bis. On peut le réaliser uniquement en milieu urbain et on peut faire circuler tous les moyens, mais les autres sont considérés comme des hôtes parce que effectivement, c'est le vélo qui a la priorité absolue sur tous les autres modes. Donc, les voitures peuvent circuler à 30 km/h au maximum, mais le cycliste peut circuler à côté de la voiture. Donc, il n'y a pas les règles classiques qui s'imposent et donc elles ont aussi la priorité. Là, c'est un exemple aux Pays-Bas avec cet exemple de piste de
de routes cyclables. Et là, aux Pays-Bas, c'est déjà une situation normale. Ensuite, on a l'exemple du SAS vélo. J'imagine que vous le connaissez déjà. Ça consiste à faire reculer la ligne d'arrêt au feu pour les véhicules et on fait avancer la ligne d'arrêt pour les véhicules. Comme ça, quand ça passe au rouge, le cycliste peut dépasser les voitures au feu. En fait, on réalise une voie de 5 mètres à droite, la voie cyclable, et donc le cycliste peut se positionner devant la voiture qui attend le feu vert. Et donc comme ça, les vélos peuvent partir avant la voiture. Et comme ça, ils peuvent tourner plus facilement à gauche. Donc il y a deux phases distinctes pour le vélo et la voiture. Ce concept de SAS vélo a déjà été appliqué dans plusieurs villes italiennes. Là, c'est un exemple. Là, c'est l'exemple de la ville de Turin. J'imagine que vous l'avez déjà utilisé. Ensuite, on a le double sens cyclable qu'on a souvent mentionné. On la considère comme l'une des nouveautés les plus importantes. On a parlé déjà. Et de quoi parle-t-on en fait? De quoi s'agit-il? En fait, ce n'est pas le double sens cyclable européen où dans un seul où on a un écriteau effectivement et on donne la priorité aux uns et aux autres. Non, ce n'est pas ça en fait. On a physiquement une voie cyclable, donc avec une bande en pointillé discontinue sur la chaussée, indépendamment de la d'alargeur et la présence du stationnement. Donc, on trace cette bande et donc le cycliste a la possibilité d'aller dans le sens opposé par rapport au sens de marche de véhicule. On a ensuite un autre concept important, le sens de l'autoroute cyclable. C'est un concept européen, si vous voulez. Mais effectivement, ça a des applications pratiques, surtout dans les territoires urbain. Donc, il s'agit vraiment d'une sorte de voie express pour les vélos, d'autoroute pour les vélos, pour assurer la plus grande fluidité au vélo avec des vitesses de projet très élevées. On peut utiliser des vélos cargo, des vélos électriques pour assurer justement une plus grande vitesse de circulation. Et on peut réaliser des distances allant jusqu'à 15 km. Là, c'est un autre exemple du Pays-Bas. Enfin, aux Pays-Bas, vous pouvez imaginer qu'on en trouve partout, mais on commence déjà à en voir en Italie. Je pense notamment au cas de Florence. Effectivement, il y a des exemples de ce type entre les villes de Florence et de Prato, en Toscane. Et puis, dernière remarque, après quoi je passerai la parole à mon collègue. Il s'agirait de mettre en place une stratégie pour transformer nos lieux. Nous avons vu qu'il est important de modifier les espaces. Il faut récupérer les espaces résiduels pour essayer de transformer nos environnements. Mais il faut aussi tenir compte des aspects économiques. Le fait de repenser les espaces routiers, c'est quelque chose de coûteux, de onéreux. Et donc, normalement, on a du mal à prendre en compte ces aspects-là. Voilà pourquoi un nouveau concept a été introduit, celui de l'urbanisme tactique, car il se base sur des actions à petite et moyenne échelle et à court terme en utilisant des éléments légers comme le vernis ou le mobilier urbain de petite taille ou des éléments légers. Donc, ou parfois aussi avec des éléments assez grossiers, mais l'objectif est de faire percevoir aux citoyens que là, il est devant un changement. Donc, effectivement, c'est un changement
qui vient du bas, avec une approche ascendante. Donc, les citoyens peuvent participer à la définition de l'espace. Ensuite, le deuxième type de concept est celui lié au faible coût, parce que effectivement, si on n'utilise que du vernis, le vernis donc n'implique pas d'opération structurelle et donc c'est un faible coût. Et donc là par exemple vous voyez un exemple pratique. Là c'est une image qu'on voit souvent en ville, un espace désordonné avec des espaces résiduels donc assez nombreux. Voilà, là c'est un exemple de transformation. On pourrait récupérer l'espace en mettant de la couleur, des espaces pour les enfants, des espaces pour les pistes cyclables, des plantes, etc. Donc effectivement, on pourrait aménager l'espace de manière complètement différente, de sorte à transformer cet espace. On dirait une place maintenant, n'est-ce pas? Et donc, si effectivement une expérimentation est réussie, on pourrait effectivement pousser davantage ce concept et on pourrait organiser l'espace de cette manière. Moi, j'ai essayé d'être assez succinct et synthétique. Euh, Effectivement, le thème est vraiment très complexe et long, mais j'ai tâché d'être succinct. Je vous remercie de votre attention.